Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Les objets, les classes et messages. Alors, comme vous devez le savoir et comme vous l'avez déjà vu au niveau de la leçon précédente, nous avons su ce que c'était qu'un objet et une classe. On a fait la différence entre les deux. On a vu aussi ce que c'était qu'un message, c'était la discussion entre les deux. Alors pour ceci, je vais rappeler un petit peu ce que c'est qu'une classe et un objet. Alors une classe, c'est une procédure, si vous voulez, que vous préparez. L'avantage ou la différence qu'il y a entre cette classe et les procédures normales avec lesquelles travaillent les programmeurs, c'est que ces classes restent portables. Pourquoi elles restent portables? Elles peuvent être utilisées au niveau de n'importe quel programme Java. Sinon, elles peuvent être utilisées sous forme d'applet au niveau d'un programme HTML ou XML, et ainsi de suite. Alors, à partir de cette classe-là, nous pouvons créer des instances, si vous voulez, une copie de cette classe-là, qu'on déclare en mémoire. Alors, cette copie, c'est ce qu'on appelle un objet. Donc, voilà la différence qu'il y a entre une classe et un objet. Alors maintenant, on a vu aussi que les éléments qui composent cette classe-là étaient, bien sûr, les données, les variables, ainsi que toutes les méthodes qui peuvent dialoguer ou travailler avec les données et les variables. Et bien sûr, le fait de pouvoir utiliser une méthode bien précise pour travailler avec des variables ou des données, c'est ce qu'on appelait une interface. Alors le fait de travailler entre les deux, donc entre deux objets si vous voulez, nécessite bien sûr des messages entre les deux. Alors sans plus tarder le menu. Alors on va voir encore les concepts de base, mais des aspects techniques cette fois-ci. On va voir les classes et les objets. On va voir l'instanciation. On va voir des exemples de programmes. Puis l'héritage, la typisation, et puis le polymorphisme, pardon. Alors on va commencer avec le premier point, à savoir les classes et les objets. Alors, nous disposons d'une classe qu'on appelle la classe humain. Cette classe, bien sûr, est constituée de plusieurs données, si vous voulez, de variables, poids, hauteur, ainsi que de plusieurs méthodes qui vont, bien sûr, être utilisées pour pouvoir gérer les données que vous avez ici, ainsi que les variables que vous avez ici. Alors, vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle une instance de cette classe-là. Alors, l'instance de cette classe-là, c'est ce qu'on appelle, nous, un objet. Alors, bien sûr, un objet avec des attributs, c'est des variables d'instance, des opérations qui sont des méthodes, ainsi que, bien sûr, des méthodes privées ou publiques pour désigner est-ce que telle classe ou telle, si vous voulez, méthode sont utilisables au niveau de toutes les classes, sinon elles sont privées pour une classe donnée, et ainsi de suite. Alors, on va voir maintenant l'invocation de méthode. Alors, je suppose que vous avez déjà une classe humain. Et vous avez bien sûr une instance, un objet de la classe humain qu'on appelle Pierre, par exemple. Alors, dans la classe, vous avez le void setPoids, qui est un nouveau poids. Alors, vous voyez ici, lorsque vous avez invoqué une méthode, c'est-à-dire que vous avez appelé l'objet Pierre, avec bien sûr la méthode setPoids pour une affectation de 87 kg, par exemple. Alors, dans la classe void setPoids, parce que ça, c'est une méthode, donc c'est aussi une classe. Il y a bien sûr la possibilité de pouvoir introduire un integer, donc poids reçoit nouveau poids. Donc le fait de la saisir de cette manière-là, Pierre, le nom de l'objet et le nom de la méthode ainsi que l'affectation, automatiquement vous affectez le 87 qui est le nouveau poids à bien sûr une variable qui s'appelle poids. Et automatiquement vous allez voir apparaître le chiffre 87 au niveau de la variable de l'objet Pierre qui reste une instance de la classe humain. Alors maintenant, une réponse à un message est égale à l'exécution de la méthode invoquée avec un retour d'une valeur envoie d'autres messages. Lorsque vous utilisez parfois des méthodes, vous avez besoin de faire retourner des valeurs. Et ces valeurs restent très importantes pour pouvoir, bien sûr, suivre votre programmation. Comme ici, par exemple, vous avez invoqué une méthode et bien sûr, vous avez un retour de valeur et ce retour de valeur va être affecté à une case mémoire pour mentionner le poids de Pierre qui reste un objet et une instance de la classe humain. Alors, l'instanciation. Alors, l'instanciation, c'est quoi? C'est le fait de créer une instance d'une classe donnée. Une copie, si vous voulez, d'une classe donnée au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que, tout à fait au début, la classe
On la retrouve au niveau du disque dur, si vous voulez. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une instance, c'est-à-dire une copie de cette classe-là, il faut absolument l'instancier. Et le fait de l'instancier veut dire que vous allez réserver en mémoire toutes les places nécessaires, toute la place nécessaire pour pouvoir, bien sûr, pouvoir y conduire toutes les informations concernant cette classe-là. Alors, cette instance, c'est ce qu'on appelle un objet. C'est ce qu'on appelle l'objet instantiation. Alors, on va le voir tout de suite. Vous avez, par exemple, la classe humain. Et vous allez créer une nouvelle instance de la classe humain. Alors, le fait de créer une nouvelle instance de la classe humain, ça veut dire que vous allez créer une réservation en mémoire, bien sûr, de l'objet Pierre, avec tous les éléments constitutifs de la classe. Mais faudrait-il savoir une chose, qu'un objet, il a une durée de vie. C'est-à-dire que lorsque vous faites une instanciation, c'est-à-dire créer une instance, vous créez votre objet, vous le réservez en mémoire, vous invoquez les méthodes, toutes les méthodes nécessaires pour pouvoir, bien sûr, gérer vos données ainsi que vos méthodes au niveau de la classe elle-même. Mais à un certain moment, lorsque vous ne travaillez plus avec cet objet-là, et lorsque vous invoquez, bien sûr, la méthode du ramasse-miettes, d'accord, du garbage collector, automatiquement, vous allez détruire tout ce qui est en mémoire et qui n'est pas utilisable. Autrement dit, vous allez détruire toutes les réservations qui ont été affectées à cet objet-là. Donc, automatiquement, le cycle de vie de cet objet-là, il se termine à ce stade-là. Donc, sachez bien qu'un objet a bien un cycle de vie. À partir de la création, jusqu'à, bien sûr, sa destruction, lorsque vous utilisez le garbage collector ou ce qu'on appelle le ramasse-miettes. Alors, des exemples de programmes. Alors, séquence d'instructions qui instancient certains objets et les activent au moyen de messages, si vous voulez. Alors, pour pouvoir comprendre cet exemple correctement, on va y aller voir l'exemple lui-même. Alors, on va prendre, par exemple, le fichier homme.java ou humain.java. On va l'ouvrir avec le bloc-notes pour comprendre un petit peu son contenu. Alors, nous définissons une nouvelle classe qu'on appelle homme, avec bien sûr certaines variables, private double hauteur et private int poids, donc variable hauteur et variable poids. Et nous déclarons en public double get hauteur, donc ça c'est la méthode qui va bien sûr pouvoir insérer la valeur de la hauteur au niveau de la variable hauteur. Et vous allez déclarer une autre méthode qui va bien sûr pouvoir imputer le poids à la variable poids. Alors, une fois que vous avez créé cette classe, il suffit de la compiler pour pouvoir l'exploiter au niveau d'une deuxième classe. Et c'est ça l'avantage du programme orienté objet. L'orienté objet, c'est le fait de créer une classe, la compiler et de pouvoir faire appel de cette classe-là vers une autre classe. Alors, on va voir maintenant l'autre classe. C'est la classe qu'on appellera information, et on va l'ouvrir autrement. Alors, on le voit ici, donc c'est la classe information, c'est une nouvelle classe. Alors, vous créez une méthode main, qui veut dire que c'est un programme qui sera exécutable. Et nous allons créer deux instances de la classe homme, une instance qu'on appelle Taoufik et une instance qu'on appelle Antonio. Donc il y a deux instances. Ça veut dire qu'on va créer deux objets, un objet Taoufik et un objet Antonio. Et avec ces objets-là, on va travailler. Donc on va utiliser les variables à l'intérieur des objets et on va utiliser bien sûr les méthodes qui sont déclarées au niveau de la classe et qui bien sûr sont existantes au niveau des instances qui ont été créées à partir de cette classe-là. Alors, système out println, c'est pour pouvoir sortir un message sur écran, programme numéro 1 si vous voulez. Alors, Taoufik est égal à new home. Nous voulons créer une nouvelle instance, bien sûr, de la classe homme. Antonio aussi est nouvelle, on crée une nouvelle classe une nouvelle instance de la classe homme. Alors, on fait appel maintenant à Taoufik, qui reste un objet, donc le nom de l'objet, point set poids, qui reste bien sûr une méthode que vous avez déjà déclarée au niveau de la classe homme, pour pouvoir affecter le poids 87, si vous voulez, à Taoufik. Et bien sûr, une hauteur de 1,88 à Taoufik.
Autrement dit, Antonio, c'est la même chose, 7 poids 57, et bien sûr, cette hauteur, 1,97. Alors, on va voir un petit peu plus bas. Système outprint, on va sortir un message comme quoi Taoufik, sa hauteur est la valeur de Taoufik.getHauteur, donc la valeur qui a été prise, et puis son poids. Et on va faire la même chose pour Antonio. Antonio est égal avec hauteur et une affectation des éléments qui ont été prises, bien sûr, avec la méthode getHauteur. Alors, on va voir l'exécution maintenant de ce programme-là. Alors, tout d'abord, il faut le compiler. Et s'il n'y a aucune erreur au niveau de la compilation, à ce moment-là, on peut l'exécuter. Et comme vous devez le voir, programme numéro 1, l'affichage. Taoufik avec sa hauteur 1.88 et poids 87. Antonio, hauteur 1.74 et poids 57. Et on a terminé notre programme. Autrement dit, au niveau de cet exercice-là, donc on a vu comment créer une classe qu'on a appelée homme ou humain si vous voulez. Alors au niveau de cette classe, on a fait plusieurs déclarations. On a déclaré des variables, la variable poids, la variable hauteur. Et on a déclaré, bien sûr, des méthodes pour pouvoir remplir ces variables-là. Les méthodes getPoids et getHauteur. Et au niveau, et on a compilé, bien sûr, cette classe-là, et on a fait appel à cette classe-là au niveau d'une autre classe. Alors, on a créé de nouvelles instances de l'objet humain, des instances qu'on a appelées, bien sûr, Taoufik et Antonio. Et lorsqu'on a créé des instances, ça veut dire qu'on a créé des réservations en mémoire. Alors, automatiquement, on a fait appel à des arguments pour pouvoir imputer la taille ainsi que le poids pour chaque objet qui reste une instance de la classe. Et puis, on a imprimé tout ça sur écran. Donc, qu'est-ce qu'on a imprimé? Le contenu de la case mémoire, si vous voulez. Donc, l'instance a créé des cases mémoire. On a imprimé le contenu de ces cases mémoire-là. Alors, nous allons revenir à notre cours. Alors, autrement dit, vous avez bien sûr deux personnes, Pierre et Rosie. Nous créons deux instances. Une instance pour Pierre pour créer un objet Pierre et une instance pour Rosie pour créer un objet Rosie. Et une instance qui reste bien sûr une copie de la classe humain. Alors, exemple numéro 2, vous allez le retrouver au niveau des exercices sur le site. Effectuons une modification à la classe sans modifier l'interface. Le programme fonctionne encore. C'est-à-dire que si vous faites une modification à la classe, sans modifier l'interface, lorsque je dis sans modifier l'interface, c'est-à-dire sans modifier les méthodes qui utilisent bien sûr les données ou qui gèrent les données là. Alors, l'exécution du programme restera la même et sera inchangée. Pour pouvoir changer l'exécution du programme, il faut que bien sûr vous touchiez aux méthodes et bien sûr à l'interfaçage. Et qu'est-ce qu'on appelle interface? C'est la possibilité d'intégrer ou d'implémenter une méthode pour pouvoir gérer des données. Alors on le voit ici, vous avez bien sûr l'humain qui est une classe, auteur qui a été déclaré en int, void cette auteur double avec des changements et double get auteur avec d'autres changements. Et vous allez voir que automatiquement au niveau de votre programme principal, rien ne changera, le résultat restera les mêmes. Alors interaction entre objets. Dans humaine, une méthode complémentaire. Dans la classe humaine, il y a une méthode complémentaire qui demande à l'objet de sauter. C'est-à-dire que vous créez au niveau de la classe humaine une nouvelle méthode qui demande à l'objet, si vous voulez, de sauter. Alors, il faut aussi sauter un autre objet en lui envoyant un message. Alors, l'objet lui-même va sauter et il va envoyer un message à un autre objet pour qu'il puisse sauter lui aussi. Alors maintenant, pour pouvoir dialoguer entre les objets, il faut envoyer des messages. Alors ça, vous allez le voir au niveau de l'exercice numéro 3, au niveau des exemples du chapitre numéro 2. Alors, public void saute avec le nom humain, avec qui, donc c'est l'affectation, si vous voulez, ou la création de l'instance. System.out.println, je saute, avec qui, point saute. C'est-à-dire que vous allez ajouter le nom de l'objet, puis le nom, bien sûr, de votre argument, ou vous, bien sûr, de la méthode. Alors, lookup méthode ou méthode lookup. Quand un objet reçoit un message, il s'adresse à sa classe
et active la méthode correspondante en l'appliquant à ces données locales. C'est-à-dire que lorsque vous faites appel à partir d'un objet ou à partir bien sûr d'une méthode d'un objet, vous faites appel à un deuxième objet. Le fait d'appeler un deuxième objet fait bien sûr pousser l'objet à utiliser une des méthodes de cette classe-là pour pouvoir l'exécuter. Alors c'est comme ça ce qu'on appelle la méthode lookup. Alors Pierre.saute appelle à saute de humain qui imprime un message avec accès à Pierre.poids. C'est-à-dire que vous appelez une première méthode et cette méthode appelle une deuxième au niveau d'un autre objet et vous les implémentez au niveau de votre même programme. Alors les constructeurs, les instanciations, l'allocation plus l'initialisation. Alors là, au niveau de la programmation, vous avez une facilité pour pouvoir utiliser vos paramètres et pour pouvoir les initialiser. C'est-à-dire que vous pouvez faire une déclaration de votre méthode tout en initialisant toutes les informations que vous voulez. Alors on va voir un exemple tout de suite. Vous avez public humain, c'est-à-dire que vous déclarez une nouvelle classe avec hauteur est égal à poids est égal à 0. Donc on fait une affectation si vous voulez, mais en même temps on fait une initialisation. On va le voir ici. Alors là, si vous voulez, c'est une classe qui n'est pas paramétrable. Là, on retrouve une classe paramétrable. Public human, double init hot, and integer init poids. C'est-à-dire que là, c'est une classe qui est paramétrable où on doit insérer et la hauteur et le poids de chaque objet qui est une instance de la classe humain. Alors, au niveau de votre programme, bien sûr, on va retrouver hauteur qui est égale à la valeur init hot qui a été mentionnée au niveau du paramétrage de l'objet et poids est égal à init poids que l'on retrouve ici même. Et ça, vous allez le retrouver au niveau du chapitre 2, au niveau des exemples et du fichier être vers 4. L'héritage, cette fois-ci. Alors, l'héritage, c'est le fait de créer, si vous voulez, de nouvelles classes basées sur des classes déjà existantes. Alors, ça, c'est une chose très importante parce que tout à fait avant, avec les anciens langages de programmation, on ne pouvait pas faire ça. Maintenant, vous pouvez bien sûr vous baser sur des classes existantes, créer une nouvelle classe, si vous voulez, tout en vous basant sur une classe existante, et puis ajouter les éléments spécifiques à la nouvelle classe. C'est ce qu'on appelle un héritage. Et ça, c'est une chose qui est très importante au niveau du langage Java. Alors, l'héritage, nouvelle classe, est égal à une extension d'une vieille classe. Alors, on va voir un exemple. Alors, vous avez une super classe avec certaines données, avec certaines variables et avec certaines méthodes. Et vous avez une sous-classe avec bien sûr la même chose, des données, des variables de données et des méthodes. Et vous pouvez avoir, bien sûr, une classe qui hérite des deux, c'est-à-dire une classe qui ramène les informations de la superclasse ainsi que de la sous-classe. Donc, il y a un certain héritage. Au niveau des déclarations, on peut le mentionner et vous allez hériter de tous les éléments qui ont été mentionnés au niveau de la déclaration de chaque classe. Alors ça, vous allez le voir au niveau de l'exemple 5 et il y aura encore d'autres exemples complémentaires. Alors, l'héritage. Vous avez la classe humain. Alors, vous avez des avocats qui peuvent être des humains, des procès gagnés qui peuvent être des humains, des célébrés, les agriculteurs, les facteurs, les décrits récoltes et ainsi de suite. Alors, tout ça peuvent hériter, bien sûr, de l'objet ou de la classe humain. Mais maintenant, pour l'avocat, on peut hériter de toutes les informations concernant les humains, mais on peut ajouter d'autres informations spécifiques à l'avocat. Là aussi, pour les agriculteurs, on peut avoir un héritage de la classe humain, mais tout en ajoutant des variables ou des méthodes spécifiques aux agriculteurs. Les modificateurs d'accès, private, public and protected. Alors, en principe, il y a une certaine différence. Lorsque vous avez besoin que le contenu d'une classe soit visible pour toutes les classes, automatiquement, vous devez déclarer cette classe en public. Et la même chose pour les méthodes de classe. Si vous voulez que la méthode soit utilisée par toutes les classes, vous la déclarez en public.
Alors maintenant, si vous la faites en privé, ça veut dire que si par exemple vous déclarez une classe privée, alors automatiquement toutes les méthodes qui sont à l'intérieur de cette classe ne vont être utilisées que pour cette classe-là. Alors maintenant, si vous voulez avoir une différence entre les deux ou une moyenne entre les deux, si vous voulez, vous pouvez utiliser private pour pouvoir bien sûr mentionner que c'est une variable privée, une classe privée, une méthode privée. Et à ce moment-là, vous devez mentionner dans quel champ elle doit travailler. Alors, modificateur d'accès, vous avez par exemple la classe humain et vous avez le private protected poids. Alors, si vous le mettez en privé, pour le poids, automatiquement, s'il sera utilisé par l'avocat, on ne peut pas l'utiliser par l'agriculteur. Il ne sera utilisé que par les arguments ainsi que les méthodes de la classe humain. Maintenant, si on le fait en protected, à ce moment-là, on peut mentionner dans quel cas sera utilisé, bien sûr, ces méthodes-là. Et ça, vous allez le voir au niveau du fichier être vers 5, qui se trouve au niveau du répertoire exemple, au niveau du chapitre 2. La typisation. La redéfinition, l'overriding. La typisation, c'est des attributs dans la superclasse qui peuvent être redéfinis dans la sous-classe. C'est-à-dire que vous avez une classe bien précise, avec certains attributs. Alors maintenant, vous créez, si vous voulez, une instance de la superclasse. Et au niveau de cette instance, vous pouvez encore une fois redéclarer les mêmes attributs. Et ça, vous avez la possibilité de le faire au niveau de Java. Alors, vous pouvez le trouver au niveau de l'exemple être vers 6, au niveau de chapitre 2. Alors, on va le voir ici, regardez. Vous avez la classe humain, avec bien sûr une méthode qu'on appelle description. Et vous avez une instance, si vous voulez, ou une sous-classe, la sous-classe avocat et la sous-classe agriculteur. Au niveau de la sous-classe agriculteur, vous déclarez encore, si vous voulez, la même méthode. Vous allez redéfinir la même méthode au niveau de l'agriculteur. Pourquoi? Parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, que vous avez la possibilité de pouvoir définir, si vous voulez, vos méthodes de la manière que vous voulez. Alors, vous pouvez les paramétrer ou ne pas les paramétrer, tout dépend, bien sûr, de la méthode que vous allez utiliser. Alors, compatibilité de type. Vous avez des types induits par la sous-classe, compatibles avec celui induit par la superclasse. Alors, on va le voir ici. Vous avez humain Pierre, vous allez créer une instance de la classe humaine, donc l'objet Pierre. Pierre qui reste un objet de type humain. Et vous allez créer une nouvelle instance agriculteur et une nouvelle instance au niveau d'humain. Et vous allez avoir une compatibilité de tous les types que vous avez. Alors, le binding dynamique. Vous avez par exemple un exemple qui indique un objet, Pierre, qui est un nouveau agriculteur. C'est-à-dire que une nouvelle instance, si vous voulez, de la sous-classe agriculteur, qui va être créée, et cette nouvelle instance ou cet objet sera appelé Pierre. Alors maintenant, vous avez des types statiques de cet exemple-là dans le programme, et vous allez avoir des types dynamiques de l'exemple-là qui sont en exécution. Alors, les types statiques, humain, dynamique, agriculteur, on va les voir. Vous faites une déclaration, Pierre qui reste un humain. Vous avez ici Pierre est égal une nouvelle instance, si vous voulez, de la sous-classe agriculteur. Et vous, bien sûr, vous faites appel à la méthode description de Pierre. Alors, le principe, c'est que l'objet répond au message sur la base du type dynamique et non pas du type statique. Alors, on va le voir ici. On reprend toujours le même exemple, sauf qu'au niveau de l'agriculteur, vous avez la description qui est définie à deux reprises. Vous avez la définition au niveau de la classe humaine et vous avez la définition au niveau de la sous-classe agriculteur. Et vous en faites appel. Alors on va le voir ici pour le lookup, toujours de la même manière, c'est que vous avez ici même la description de Rosie et de Pierre comme des humains. Et vous avez Rosie comme un new avocat, une nouvelle instance de la sous-classe avocat. Et vous faites appel, bien sûr, à la méthode description de Rosie.
Alors qu'au niveau humain, vous avez aussi la même méthode de description. On la retrouve au niveau humain et on la trouve au niveau avocat, ce qu'on appelle le lookup. Le polymorphisme. Alors, il existe une règle bien précise, simple, pour savoir si l'héritage est bien la bonne méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir travailler votre programme. Alors maintenant, on va le voir. Le polymorphisme, le principe, c'est la possibilité qu'une expression objet ait un type dynamique différent du statique. C'est un traitement homogène des objets. Alors, on va voir un exemple concret au niveau de l'exemple être vers 8, au niveau du répertoire exemple, chapitre 2. Vous avez par exemple ici un tableau, un vecteur d'objets de type humain. Alors, on peut bien sûr pouvoir affecter au premier objet du vecteur la classe humain. Comme vous pouvez aussi avoir une instance du deuxième vecteur, un objet de type agriculteur, si vous voulez. Sinon, avocat. Donc, vous voyez, le polymorphisme, c'est de pouvoir, bien sûr, faire appel à une des sous-classes, si vous voulez, de la classe ou de la superclasse. C'est-à-dire que vous avez une classe où il y a une certaine déclaration. C'est-à-dire une déclaration de variable, une déclaration de données et une déclaration de méthode. Et vous avez bien sûr une sous-classe qui est une partie, si vous voulez, de la superclasse. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser des méthodes et des données qui se trouvent au niveau de la sous-classe et qui eux-mêmes se trouvent au niveau de la classe principale, vous pouvez ne pas créer une instance de l'objet classe, mais créer une instance de l'objet sous-classe. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire que les objets ainsi que toutes les composantes de la classe restent polymorphes. Alors, l'overloading, c'est multiples définitions d'une méthode, sélection selon les paramètres. Alors, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs définitions d'une méthode. Vous pouvez avoir une définition d'une méthode au niveau de la classe, de la superclasse, mais vous pouvez avoir une autre définition de la même méthode au niveau de la sous-classe, avec bien sûr les paramètres qu'il faut. Tout dépend bien sûr de l'utilisation de votre objet au niveau de votre programme. Alors, l'overloading toujours. Le println int, println double et println string. Nous avons bien sûr notre classe public humain avec auteur est égal à point est égal à 0, donc une initialisation. Et puis on fait appel à public humain, double, alt, int pour le poids et ainsi de suite. Alors Java, c'est un binding dynamique seulement pour les méthodes overridden et avec signature inchangée de la redéfinition. Sinon, ce sont des méthodes overloaded ou overriding avec changement de signature, binding statique. C'est des méthodes lookup qu'on a vu tout à l'heure dans la classe statique de l'expression objet recevante. Et ça, vous pouvez avoir des exemples, l'exemple 8.1 et 8.2 au niveau du répertoire exemple du chapitre 2. Alors, les autres langages qui existaient, donc il y avait le FL, le CLOS, ils utilisaient le binding dynamique. Le C++, Simula, le binding statique, dynamique pour les méthodes. Éthique, virtuelle, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez la classe humain avec une virtuelle description. Et automatiquement, au niveau de l'agriculteur, vous avez aussi une même description du virtuelle description. Alors, automatiquement, vous donnez la possibilité au programmeur de pouvoir créer des instances, soit de la classe humain, soit de la classe agriculteur. Alors maintenant, le programme orienté objet. Le point de départ, c'est un modèle de domino, avec des méthodes anthropomorphes, et c'est une programmation des futurs objets. Alors, il y a de l'exécution, donc il y a une création, une certaine activité. Et les softwares de meilleure qualité, extensibles, réutilisables, 20% de nouvelles classes. C'est-à-dire que toutes les applications qui ont été développées dans un environnement orienté objet avec Java, donc vous avez une meilleure qualité, vous avez moins d'efforts à fournir, vous avez 20% de classes, de nouvelles classes qui sont créées.
Autrement dit, avec l'ancienne méthode, vous avez beaucoup de développement et beaucoup de maintenance. Mais avec cette méthode-là, orientée objet et surtout avec Java, vous avez peu de développement et peu de maintenance. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.